Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour épisode de l'interlude culturel. Voilà, spécial Noël, voilà exactement. Donc avec un autre set d'œuvres culturelles qui sont sorties récemment. Exactement. Voilà. Tout en bas. Attends, il n'y avait pas de flingue, on a qui s'est dit qu'il était pas adressé. C'est un peu ça. Et donc du coup, on se retrouve justement pour un autre set d'œuvres culturelles avec notamment des œuvres qui nous ont marqué et qui sont plus ou moins récentes. Donc du coup, on espère que cette interlude va vous plaire et puis on se retrouve tout de suite pour la première œuvre. Et oui. Donc Hunger Games Mockingjay Part 1, donc c'est l'embrasement je crois, partie 1, donc voilà. Donc, super, Harry Potter, Twilight, etc. Depuis que Harry Potter s'est permis de diviser sa conclusion en deux, toutes les grandes trilogies, trilogie ou même pas trilogie du cinéma se sont dit on va faire encore plus de pognon, on va diviser en deux. Bilbo il s'est même divisé en 3, il est très fort. Bilbo, c'est une autre histoire, on en aura le temps d'en reparler. Du coup, Hunger Games, c'est une... Non, c'est la révolte, hein. Ah, c'était la révolte partie 1. Ah non, l'embrasement c'était la partie c'était l'embrasement, ouais, exactement, c'était la révolte partie 1. Et du coup, donc c'était une série... au début, moi, je connaissais pas spécialement, puis j'avais été la voir un peu par hasard le premier, et puis je l'avais trouvé. Trait de force par une certaine personne. Ouais, ok. C'est un drôle de hasard, je te le concède. Mais bref. Elle a un peu forcé le destin. Après tout, c'est par hasard si je me suis retrouvé en compagnie de cette personne. Donc voilà, donc ça. Vu ainsi. Bref, et du coup, j'en attendais rien du tout, et je l'avais trouvé plutôt sympa. Alors bon, c'est un blockbuster, c'est pas recherché comme La Planète des Singes. C'est qui que t'avais bien aimé dans ce film? Jennifer Lawrence, que je ne vois plus pareil depuis quelques mois, mais c'était très, je vais en reparler, mais c'était très dur de la prendre au sérieux dans ce film. Très dur. Très dur. Il y a aussi un truc qui est important à souligner, c'est que Philip Seymour Hoffman s'est éteint oui, mais avant le tournage en fait. J'en parlais. De ce truc-là. Juste pour replacer dans le contexte de Hunger Games. Donc le premier, moi, franchement, je l'avais bien apprécié pour un blockbuster genre sans prise de tête, voilà. Donc en gros, qu'est-ce que c'est Hunger Games? C'est une dystopie. En gros, dystopie. Putain, mais c'est handicapé illettré, c'est ça. C'est moi qui te corrige à chaque fois. C'est une dystopie. Et donc en gros, il y a le méchant Capitole où il y a les riches et tout. Qui est la capitale de l'Empire, on va dire. Et qui organise des Hunger Games. Donc alors en fait, le monde il est divisé, le reste, les pauvres ils sont dans des districts, et donc il y a le district des pêcheurs, le district des mineurs, le district des bûcherons, etc. Et en fait, ceux-là, ils sont exploités pour que le Capitole marche bien, etc. Et donc en fait, en gros, l'histoire vite fait, c'est qu'il y a un district qui s'était révolté, et depuis pour pas qu'ils se révoltent, ils font tous les ans les Hunger Games. Donc c'est une sorte de battle royale, voilà, clairement. Donc en gros, ils vont prendre un homme et une femme de chaque district, et donc ils vont les mettre, non même pas vraiment, et ils les mettent dans une arène et ils s'entretuent jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Celui qui gagne, il a le droit d'aller vivre au Capitole, et les autres, voilà, enfin c'est pour le garder dans la peur. Le truc, les autres ils meurent quoi. En fait. Quoi? Les autres ils meurent en fait la plupart du temps. Non mais les autres ils restent c'est pour garder dans la peur les districts. Mais il y a un truc qui est aussi à souligner, c'est que Battle Royale, moi je l'ai pas vu. Moi je l'ai vu avec ma copine, et elle m'a dit que c'était surtout le deuxième Hunger Games en fait qui s'inspirait beaucoup plus de Battle Royale avec voilà. Le premier je l'avais trouvé sympa pour un blockbuster. Moi si t'aimes pas les blockbusters, t'aimerais pas ce film, mais bon, pour un blockbuster franchement il était plutôt cool. Un peu, mais en fait l'univers est super cool, je trouve, tu vois, genre l'univers et tout. Après dans le film, la réalisation, etc., c'est assez blockbuster, mais sinon l'univers est super sympa. Enfin moi j'adore cette dystopie, et du coup par contre le deuxième film là je l'ai vraiment trouvé pas mal du tout. Donc enfin toujours pour un blockbuster évidemment, hein. Dans la réalisation, etc., il était vachement plus recherché, etc. Autant il paraît que le deuxième livre est moins bien, et autant tout le monde est d'accord pour s'accorder que le deuxième film est quand même mieux, tu vois. Donc vraiment, donc j'attendais le 3 avec une certaine impatience, surtout qu'il s'arrête sur un bon cliffhanger, tu vois. Oui. Comme il faut, et j'ai trouvé c'est une semi-déception ce troisième, c'est-à-dire que vu qu'il est découpé en deux parties, en gros cette partie-là, elle s'axe sur, donc en gros il y a dans les événements d'Hunger Games finit par y avoir une révolution parce que les pauvres sont pas contents en gros, comme toujours. Et
Et du coup, putain. Et du coup, en fait, dans la révolte partie 1 et 2, ils préparent la révolte pour s'emparer du Capitole avec les différents districts, etc. Et donc en gros, je trouve qu'ils ont hyper mal. En fait, ça se sent vraiment que c'est un demi-film dans le sens où ils ont vachement découpé toute cette partie-là. En fait, c'est la première fois que, enfin, genre les deux premiers, je les avais trouvé cool, ils passaient super bien et tout. Là, j'ai trouvé vraiment long le film. Il y a des longueurs. En fait, on m'a expliqué que Gargame, c'est vraiment passé, ça, les deux premiers films, les premières moitiés où c'est un peu lent et la deuxième moitié c'est plus action. Et là, du coup, c'est ça pour le 3. Voilà, c'est exactement ça. Et là, ça va être. Là, du coup, tout le premier film est long. J'ai peur que tout le deuxième film il soit action sans cervelle, tu vois. Parce que bon, l'action n'est pas sans cervelle dans Gargame, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est un peu plus réfléchie que dans les blockbusters normales. De faire 2-3 trucs quand même. C'est de la survie, mais voilà, enfin, je veux dire, t'as des gosses, voilà, faut flinguer des gosses, etc. Enfin, je veux dire, c'est ah oui, c'est sympa. Ouais. Oui, parce que les trucs des districts, ça peut être d'aller du vieillard de 90 ans jusqu'au gosse de 5 ans, tu vois. Et ils doivent tous se retrouver. Ça qui est sympa. Maxime. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'idée, tu vois, il y a pas de facilité, tu vois. Genre, c'est vraiment un univers qui est assez cruel. Ouais, c'est pas que des jeunes qui vont y aller. Après, tu vois pas des gosses se faire décapiter parce que c'est un programme pour teenage, un peu comme tu dis. Mais dans l'idée, c'est cool, quoi. Et du coup voilà, donc cette première partie elle s'axe vachement sur tout ce qui est conspiration, etc. Donc en fait ils conspirent pour attaquer le Capitole, etc. Et en fait ce qui fait il y a vraiment certaines scènes qui devraient pas être là. Il y a des personnages qui, en fait, les acteurs globalement, il y en a qui sont très bons. C'est justement Philip Seymour Hoffman et sa doublure justement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il est mort en plein milieu. Je sais pas si c'était avant le tournage ou c'était en plein milieu. C'était en plein milieu du tournage, et donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, les scènes complémentaires. Enfin, où il devait apparaître. Il y a quelques scènes avec. Enfin, moi au début, j'étais pas sûr. Genre la première fois qu'il apparaît, j'étais pas sûr que c'était lui, tu vois. Donc je pense que c'était la doublure. Et après, des fois, parce que des fois, tu le reconnais vraiment bien. Genre, c'est vraiment un bon acteur et il est vraiment, même dans Hunger Games, il est vraiment très bon, tu vois. Il y a d'autres, bon, je connais pas leur nom, mais il y a d'autres acteurs qui sont vraiment très bien. La seule actrice avec qui j'ai eu un peu de mal, c'est Jennifer Lawrence. Pas parce que je l'ai vu un peu dénudée ces derniers mois, pas personnellement malheureusement, mais parce que en fait, en gros, c'est une très bonne actrice, mais dans Hunger Games, elle a pas forcément un rôle qui la met super en valeur. Ouais. Et en fait, son rôle dans Hunger Games, là où elle était efficace, tu vois, encore elle était efficace, mais là, il essaie de lui faire une psychologie un peu plus profonde, parce qu'en gros, tu vois, elle est utilisée par les rebelles comme une arme contre le Capitole, parce que c'est l'héroïne, tu vois, genre. Et donc en fait, elle est entre les deux camps, blablabla. Enfin, tu sais, il y a un truc un peu plus travaillé. C'est intéressant au niveau de la politique. J'en ai discuté avec notre ami l'étranger. Et il y a vraiment un truc hyper intéressant au niveau du jeu de pouvoir, de politique, etc. Sauf que ça traîne trop en longueur et c'est un peu long. Ça traîne trop en longueur et c'est un peu long, c'est dire. et voilà, et du coup, elle a un rôle vraiment plus sérieux et des fois un peu trop axé sur sa psychologie et tout. Il y a des fois j'y croyais pas du tout, tu vois, genre des fois où elle essayait de véhiculer un peu d'émotion et tout, et ça marchait pas du tout sur moi. Alors que, ça faisait vraiment un blockbuster qui me laisse totalement insensible. Alors que dans les deux premiers, c'était plus simple, mais ça marchait. Donc en fait, elle a un rôle. C'est une bonne actrice en soi, mais je l'ai pas trouvée bonne dans celui-là, et du coup, vu que c'est l'héroïne. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une actrice qui est excellente. Enfin, tu vois, les films de David O. Russell, et même dans les deux premiers, moi j'avais juste une question parce que là, enfin, tu sais, dans les deux premiers, en fait, elle oscillait entre deux personnages. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, il y avait, une relation entre deux amants, en fait, enfin, deux personnages. Ah putain, ça c'est relou aussi. Et ouais. Non mais ça c'est relou. Est-ce que c'est bien, enfin, parce que, enfin, il le tease un petit peu dans les deux premiers, et donc du coup, est-ce que ça. Ouais, c'est là dans le troisième, alors que c'est juste chiant. Enfin, ça fait partie des scènes. Enfin, tu sais, c'est un peu, tu vois, genre c'est normal, c'est un truc side, mais voilà, ils tirent trop. Ça fait partie. Il y a vraiment. Franchement, il retire une demi-heure du film. Il aurait été vraiment cool comme mise en bouche, mais ça reste vraiment qu'une mise en bouche, quoi. Quand le film il se termine, en fait, il s'est rien passé. Il s'est vraiment rien passé. Honnêtement, tu t'arrêtes. Tu sais, genre t'as même pas, genre même quand dans Harry Potter ou dans Harry Potter, à la limite, tu vois, quand la première partie s'arrête, il s'est passé un truc, etc. Il y a quand même une finalité. Alors que là. Ça s'arrête et voilà quoi, c'est genre la suite dans un an, tu vois. Et c'est vraiment un demi-film quoi. Et c'est ça qui est décevant parce que du coup j'ai vraiment peur que le deuxième, enfin la suite, ça soit pam pam boum boum sans cervelle. Alors que si t'avais habilement mixé les deux, ça aurait pu faire une chouette conclusion, tu vois. Encore une fois, c'est pas un blockbuster d'ouf. C'est pas voir le film comme une œuvre en soi et comme vraiment un produit de commercial. Là pour le problème que j'ai avec Marvel. Là pour le coup c'est. Dans la vie il est quand même pire que. Là c'est vraiment autant Harry Potter, tu vois, ça se justifiait quand même. Autant Bilbo.
n'a pas vu Twilight. Bon, Bilbo, on en reparlera, j'ai plein de trucs à reprocher, mais dans l'idée, il arrive quand même à faire un truc bien sur ces 3 films. Mais là, sur celui-là, tu sens vraiment que ils ont coupé le film en 2. Après, il y a des trucs, genre dans l'OST, il y a des trucs assez sympas, genre Jennifer Lawrence, ça se met à chanter. Au début, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire une comédie musicale, putain, non, pitié. Et en fait, elle chante super bien, et la mélodie, c'est super entraînant et tout, ça c'est des. C'est dément cette femme. Non mais. Parfait. Non mais ça, genre par exemple, ça fait partie des petites bonnes surprises. Donc il y a toujours des trucs bien, mais c'est une petite déception pour moi. Et l'ami l'étranger partage. L'ami l'étranger. Mon ami l'étranger partage plus ou moins mon avis. Donc si vous avez bien aimé de près, vous pouvez quand même aller le voir. Hein. Mais voilà, faut s'attendre à un peu moins bien. Ok. You need to tell me, how was your marriage, Nick? Are you asking me if I killed my wife? Man of my dreams. This man of mine may kill me. What about my son, Nick? This man may kill me. In her own words, this man may truly kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one? Actually, I've never found that to be true. Gone Girl, c'est le nouveau film de David Fincher qui est sorti le 8 octobre 2014. Gone Girl que j'attendais beaucoup parce que j'adore David Fincher en fait, qui a réalisé entre autres Seven, Fight Club, que toi t'aimes pas mais toi t'as pas de goût. Non, j'aime bien Fincher, c'est juste qu'il est trop overhypé de fou quoi. C'est pas à propos. On en parlera peut-être un autre film basique. On en parlera peut-être un autre jour. Fight Club, dernièrement il a fait Millennium, ce Network, etc. Zodiac. Enfin bref, c'est un réalisateur en fait qui est très très pointu sur ce qu'il veut en fait. Oui. Et ça se remarque énormément dans Gone Girl. C'est un mec qui, pour avoir la scène qu'il veut, peut retourner 50 fois le truc. Genre, t'as levé le sourcil trop haut, il refait la scène. Ça me rappelle un certain réalisateur français là, qui avait fait La vie d'Adèle, je crois. Ah oui, ça c'est comme ça. Mais bon, bref. Ça sent pas dans l'N3 par contre. Ok, bon. Je suis pas réalisateur, merci. Et en fait, le truc, c'est l'histoire de Ben Stiller. C'est l'histoire de Ben Affleck en fait qui rentre chez lui. Je sais plus comment ça s'appelle, Nick. Ouais, et il trouve pas Rosamund Pike. Voilà, Rosamund Pike. C'est en fait sa femme quoi. Sa femme. Il trouve pas sa femme. Il trouve pas sa femme, elle a disparu. Et en fait, il appelle les policiers lui disent bon bah écoute, il y a pas d'enquête en ce moment, donc on va mettre tout. Il la trouve pas et la table est renversée, enfin tu vois voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs qui vont pas en fait dans la maison. Et les flics disent bon bah écoute, on va mettre un maximum de monde sur cette affaire. Et en fait, plus on avance... En fait, ses parents sont connus. En fait, ses parents sont connus parce qu'ils écrivent des livres pour enfants, enfin, qui suivent la vie d'enfants. La vie d'Amy. Et en fait, c'est Amy, c'est elle-même, mais c'est la version mieux de elle, en fait. Enfin, tu vois. Voilà, c'est ça. En tout cas, les parents sont connus et elle, du coup, elle est connue parce que les gens croient via le livre, en fait. Et du coup, vu que c'est une personnalité, les gens sont d'autant plus mobilisés pour la retrouver, quoi. Et en fait, plus on avance dans l'enquête, plus on se rend compte que tout l'accable. Mais Ben Stiller, que tout. Ben Affleck. J'y arrive pas. C'est parce que c'est pas que tout l'accable. Enfin, c'est parce qu'en fait tu suis son point de vue à lui en fait. Il y a pas de spoil. C'est le pitch de base. Donc en fait, au final, Ben Affleck va se retrouver très vite. Accusé par la police et puis accusé par tout le monde et puis en fait dans le film il y a tout un aspect très porté sur le média parce que on voit beaucoup la télévision, beaucoup de journalistes, etc. Et puis la réaction de la foule, etc. Ça c'est très porté là-dessus. Les médias qui pointent directement du doigt en disant de toute façon moi je suis sûr que c'est toi, et donc les gens suivent les médias. Il y a vraiment une critique des médias qui est très forte dans ce film, et c'est pas un truc que j'ai le plus apprécié. En fait, c'est un film qui est construit comme un puzzle et chaque pièce va s'imbriquer au fur et à mesure, et chaque pièce apportée, mais ça fait tourner la mâchoire sur les genoux. On l'a pas dit, mais c'est un thriller, et puis moi j'avais peur qu'ils soient un peu prévisible, et en fait absolument pas. Enfin, c'est le film le moins prévisible que j'ai vu ces derniers temps. David Fincher il fait des très bons thrillers en fait. J'avais vu Seven. J'avais vu Seven par exemple, qui moi Seven est un peu prévisible par contre. Alien 3. Mais voilà. Non mais Alien 3 ça compte pas. Je me suis étouffé. Ça compte pas. Non oui, Seven est un peu prévisible par contre, mais Gone Girl par contre. C'est dingue. En fait, j'ai jamais vu un film aussi peu prévisible. Je regardais le film, je dis mais c'est dingue comment il joue avec le spectateur. Ah non, mais tout le temps, t'as l'impression que c'est pas toi qui as les rênes du film. Alors que quand tu regardes un film, tu sais, souvent t'as envie de te dire ouais bon, je peux prévoir un petit peu ce qu'il va faire en avance. Alors que là, tu peux pas. C'est juste. Et du coup, en fait, trop bien pensé. Petit à petit, ça s'aide de l'ambiance de plus en plus terrifiante en fait, parce que tu sais pas du tout qu'est-ce qui peut se passer dans ce film. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, et
qu'est-ce qui se passe même parfois actuellement. Comment ça va s'en sortir ce bordel, parce que ouais, c'est clair, mais en fait c'est et le film est assez long, il dure 2h20 mais tu n'auras pas le temps de passer de plus en plus, si tu veux, dans une espèce de questionnement général où tu te dis mais putain, mais comment il va faire, comment ça va finir cette merde. Et en plus de ça, en plus de cet thriller qui est vraiment très réussi, que j'ai beaucoup apprécié, il y a un aspect qui est excellent dans ce film, c'est la question sur beaucoup de questionnements sur la vie de couple et sur le mensonge. Et sur le mensonge. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Parce que est-ce qu'un couple est toujours heureux, ce genre de choses, voilà, mais ça va plus loin. C'est basique. Enfin, les questionnements sont basiques. Ce que j'allais dire, waouh, la philosophie. Non, mais ça va plus loin. J'imagine, je sais, mais la phrase dit comme ça. Les questionnements sont basiques, mais la réflexion sont fortes. D'ailleurs, le film commence sur un plan où tu vois la tête de Rosamund Pike, donc l'actrice, elle est couchée et Ben Affleck lui caresse le visage. Et il lui dit j'aimerais bien lui ouvrir la tête pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est normal. Non, mais lui écraser la tête. Enfin, tu vois, j'aimerais bien lui écraser la tête pour voir ce qu'il y a. Quel mec ne va pas te faire ça? Mais exactement, mais genre quand t'as un film qui commence comme ça, tu fais ok. Ça c'est pas prévisible. Ça. En fait, tout l'aspect thriller et espèce de bulle dans laquelle t'es cantonné, tu peux pas sortir même en tant que spectateur, t'es dedans. Il y a aussi un énorme travail sur la musique et le fond sonore. Ah oui, mais en fait, faut savoir un truc niveau technique, c'est que David Fincher, depuis The Social Network, il est entouré d'une équipe technique qui n'a pas changé. Donc il a toujours le même monteur, toujours les mêmes mecs à la musique, c'est un duo, je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout. Et puis le même directeur de photographie, etc. Donc, et il s'est entouré de cette équipe et depuis Social Network, ils s'en séparent pas. Et du coup, ils forment ensemble une harmonie qui fonctionne super bien. Dans Gone Girl, c'est d'autant plus visible. La musique, elle sait se faire présente. Je pense pas que tu l'écouteras après le film. Je l'ai écouté après. Okay. Et en fait, c'est surtout des sons, mais des sons stressants, quoi. C'est pas une vraie musique. Mais ça colle parfaitement au plan. Mais c'est parfait dans le thème du film, dans ce qu'il raconte et dans l'action. Il y a des scènes d'une intensité, mais putain, j'étais accroché au siège, je voulais arracher les accoudoirs sans déconner. C'est tellement j'étais. Parce que faut relever les talent d'acteur de Ben Affleck qui sort, mais il est parfait, et Rosamund Pike. Alors que tu sais, c'est des acteurs qui sont généralement pas très appréciés. Rosamund Pike, en fait, elle a tourné dans rapidement. Elle a tourné dans le dernier pub avant la fin du monde. Ah oui. Elle fait la sœur d'un des héros. Elle a jamais fait de grands rôles. C'était vraiment un rôle extrêmement secondaire. Et là, on la met au premier plan, mais elle est parfaite. C'est puis il y a même Neil Patrick Harris de Matthew Mother qui a un rôle. Et lui, en fait, il essaye de sortir de son rôle de Barney. Il essaye de sortir du rôle de Barney auquel il s'est quand je le vois, je peux pas m'empêcher de voir Barney. Du coup, c'est d'autant plus bizarre. Mais Gone Girl, il marche mais à fond. En fait, il est stressant à un point. Après, la fin, elle déçoit pas avec tout ça. La fin déçoit absolument pas. Et la fin est même géniale. Il a vraiment fait l'unanimité, ce film. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de trop le verre à paix que vous dites en fait, c'était pas si stressant que ça avec nous. Enfin, j'ai peur qu'on trop tard. Là, ça donne envie. Maintenant, j'ai envie de le voir. J'ai peur que, mais je vais me retrouver devant un Fight Club bis. Non, le truc c'est que en termes d'intensité, en tant que film divertissant, il est bien. Il a juste un passage au milieu où il y a une petite longueur, mais c'est pour le scénario. Et après ça repart d'autant plus. Donc moi ça m'a pas dérangé, surtout si. Il dure combien de temps? Il dure 2h30. Donc il est assez long quand même. Il est assez long. Il est assez long, mais tu vois pas le temps passer. Seulement sur ces passages-là où en fait tu crois que le film pourrait se finir, mais en fait pas du tout. Donc du côté divertissement, il fonctionne très bien. Et en plus de ça, il y a tout le questionnement à la fois sur les médias et sur le couple qui rajoute vraiment une plus-value au film et du coup qui font que ça pourrait être mon Fincher préféré après Fight Club. Moi en tout cas c'est mon film de l'année pour l'instant, clairement. J'étais tellement accroché au truc, j'ai pas lâché l'écran des yeux pendant une seule seconde de peur de rater quelque chose. Et David Fincher, mais il millimètre ses plans, c'est incroyable. Il a un montage hyper rapide en fait. Ça m'a assez dérangé au début, mais en fait c'est Fincher, lui il est millimétré. Lui en fait niveau technique c'est non mais c'est Fincher qui tient son film, c'est dans la paume de la main, tu vois. C'est taillé au millimètre près de toute façon, genre c'est vraiment un mec qui est méthodique et qui déroule, son film est réglé comme une horloge de toute façon. C'est ça. Et il déroule son truc petit à petit, méthodiquement, et ça fonctionne. Et au moment où tu penses c'est peut-être ça qui se passe après, et là direct à ce moment-là, je sais pas, tu sais, il a fouiller dans ton cerveau bien le poil à ce moment-là pour couper le film et se dire c'est à ce moment-là qu'on va mettre autre chose. Attends, c'est son boulot, c'est un réalisateur. C'est normal ça. Non, et c'est vraiment super bien. Millennium, tu vois, je l'avais bien aimé, mais il m'avait pas plus emballé que ça pour un Fincher. Et là, celui-là m'a vraiment emballé, quoi. J'ai vu celui-là. Bon, ça donne envie en tout cas. Ouais, franchement, j'ai d'être un œil et peut-être même deux si.
loin, on sait encore, hein? Mon Dieu, ça qu'on fait mieux, mon homme. Donc Mummy, c'est un film de Xavier Dolan, ou Dolan, je sais pas trop, qui est sorti le 8 octobre 2014, en même temps que Gun Girl. Ouais. Et d'ailleurs ça me faisait chier, j'avais pas quel film voir ce jour-là. Évidemment j'en ai vu aucun. Les deux après. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on passe à l'œuvre suivante. C'était pas mal, non? C'est ça, genre. Finalement j'ai pas vu le film. Mais ça a l'air sympa, sinon. Donc, bref. C'est un film qui faisait vachement envie parce que on a beaucoup entendu parler lors du Festival de Cannes. En fait, le film il a vraiment fait le buzz à ce moment-là, si tu suis un peu l'actualité cinéma. Et même le trailer, il y a une bande-annonce du film qui était axée sur le discours que faisait le réalisateur. Ah oui, nous on l'a vu au cinéma qu'on a. Ouais, voilà. Et donc du coup, oui. Ouais, moi je trouvais ça. Ça montrait pas tellement le film, c'était pas tellement un bon matériel promotionnel en fait. Mais bon, bref. Après, fallait chercher un petit peu pour d'autres bandes-annonces. Ouais. Et voilà. Donc je disais, le film on a beaucoup entendu parler lors du Festival de Cannes. Il a failli avoir la Palme d'Or. Paraît-il que c'est Nicolas Winding Refn qui aime pas du tout Dolan et qui du coup a dit non et du coup il l'a pas eu, il a eu un autre prix, je sais plus quel prix du jury ou grand prix, prix du jury. Et donc voilà, il me faisait vachement envie parce que j'étais très curieux sur ce film, d'autant que Dolan j'avais jamais vu aucun de ses films. C'est un réalisateur de 24 ans je crois. Ouais, il est très jeune que nous, il a genre un an ou deux plus que nous, vraiment non de plus. C'est sûr. Il a réussi sa vie contrairement aux autres. Ouais, c'est ça, nous on fait du show, lui il est officiel de Cannes quoi. Et donc c'est un... faire tourner chaud. Oui, j'avoue. Et ça raconte quoi? Donc ça raconte l'histoire d'un gamin de 15 ans qui a un trouble, ça s'appelle TDAH, c'est l'hyperactivité, il y a aussi quelques problèmes de comportement, enfin bref, il a quelques problèmes psychologiques, non c'est tout à fait ça. Et en fait il devient très vite très violent, très agressif et en même temps il peut... Ah c'est un axi. Non, pas tout à fait, pire que l'action, ouais. Et c'est violent alors. C'est hardcore. Et du coup, il a été enfermé dans un hôpital pour le soigner. Et finalement, vu qu'il a mis le feu à un élève, à un autre gamin, il a été expulsé de... J'adore comment il s'est vu qu'il a mis le feu à un élève. Il a été expulsé de l'hôpital et sa mère doit le récupérer. Alors que sa mère, elle sait pas trop le gérer. Donc du coup, c'est ça pourquoi que le film s'appelle Mummy. Parce que ça s'est tourné autour de cette relation entre la mère et le gamin. Et donc du coup, elle le ramène chez lui et c'est comment va se passer leur quotidien en fait. Donc le pitch, un peu un pitch qui paraît simple, tu dis est-ce que je vais me faire chier dans ce film? D'autant que Xavier Dolan, c'est du cinéma d'auteur, donc... ça fait toujours un peu peur. En plus, le format du film, c'est le format 1.1, c'est-à-dire que c'est carré, sans vous avez vu l'annonce. Mais ouais. Donc j'avais peur un peu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait le mec? Est-ce qu'il fait ça juste parce qu'il se branle? Je dis, je suis un cinéaste d'auteur, je fais des cadres comme je veux. Non, c'est pas vrai. J'avais peur pour ça en fait. Et finalement, je vais parler du cadre. Tout de suite, il fait des cadres mais magnifiques quand même. Enfin, franchement. Ouais, évidemment, c'est calibré pour. Parce que c'est pas juste gadget genre vu en post-prod, etc. C'est genre tourné comme ça. Voilà, donc, Et c'est vraiment les cadres, ils sont sublimes. Enfin, c'est vraiment très bien filmé, très bien réalisé. En plus de ça, le cadre il veut dire quelque chose en fait. Ouais. Ça, je l'ai capté pendant le film et que je m'entendais pas. Et c'est vrai que le cadre il est pas choisi au hasard. Il a un sens dans l'analyse du film. C'est ce que j'avais entendu. Moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dans le visionnage et que je trouve encore très intelligent. Et donc c'est un film qui est vachement bien parce que je sais plus combien de temps il dure, il est assez long, il doit durer 2 heures, mais il est très bien mis en scène, très dynamique. En fait, tu t'ennuies pas parce qu'il se passe plein de choses et en même temps la relation entre la mère et l'enfant et la voisine d'en face qui a aussi une quarantaine d'années, quelque chose comme ça, qui a quelques problèmes aussi, qui est bègue, on sait qu'elle a été traumatisée par quelque chose, mais on sait pas pourquoi. Et donc du coup, il y aurait une relation entre ces deux personnages qui ont tous les deux des problèmes quoi en fait. Non, entre les trois en fait, avec la mère aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment un trio. Et c'est axé sur eux, et puis ce que j'aime bien dans la réalisation de Dolan, c'est qu'il utilise beaucoup de musique pop un peu qu'on a l'habitude. Fabien apparemment. Non, Céline Dion. Parce qu'il est québécois. C'est un film québécois, ils parlent tous en québécois, c'est horreur. Le film est en français, c'est sous-titré en français. Ouais, ça j'avoue, ça m'a paru bizarre, c'est le temps de s'adapter. Putain, mais je comprends à moitié ce qu'ils disent. Ah non, mais en même temps, si c'était pas traduit. Enfin, je me rappelle, il y a un film, c'est Incendie de Denis Villeneuve, qui est québécois aussi. C'est du québécois pas traduit et des phrases je comprenais rien. Enfin bref, ceci étant dit. Ouais, ils le disent tout le temps. Mais je veux dire, la BO, elle est vachement cool parce qu'il utilise des musiques un peu pop, donc Céline Dion par exemple, Wonderwall de Oasis, enfin autre musique, mais ça passe toujours très bien, c'est toujours très bien utilisé, ça donne vraiment un dynamisme, ça renforce vraiment le côté émotionnel et c'est toujours plaisant à voir. Moi c'est un film qui va tout le long du film, j'ai trouvé
je me suis jamais ennuyé, hein, et le propos est sur l'enfance, sur la maladie, sur la relation maternelle. Il y a plein de choses qui m'ont dérangé sur enfin, tu sais que le gamin, enfin moi je suis en psy aussi, et du coup je vois plein de choses dans l'écriture qui sont intéressantes, comment entre la relation entre la mère et le fils, tu vois qu'il y a des barrières qui sont pas bien mises, genre le fils il va toujours en train de toucher sa mère, tu vois, des fois c'est un peu malsain, tu vois, c'est un peu, non pas ça tout à fait non plus, mais de toute façon tu vois l'affiche du film, tu vois le gamin il tient, oui, il embrasse sa mère comme ça, ouais, tu vois, et reviens. Et c'est une affiche que je trouve très intelligente aussi, du coup, enfin après avoir vu le film, ça peut vraiment dire quelque chose, parce que sur l'affiche c'est le gamin qui console sa mère qui pleure en fait, parce qu'elle a perdu son boulot à cause de lui, c'est au début du film. D'accord. Et du coup, il y a ce rapport-là, c'est lui qui va veiller sur elle en même temps qu'elle veille sur lui. Et c'est un film que je conseille, que je recommande parce qu'il est intelligent. Et apparemment, j'ai vu qu'il était surtout profondément humain. Oui, c'est ça qu'il est très humain, c'est très bien écrit. Et j'aime bien ces films. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces films-là qui parlent vraiment, qui sont très humains, qui racontent vraiment la vie d'une personne et où c'est vraiment bien écrit. Et ça te touche, ça te montre plein de choses d'humour humain. Enfin, moi, c'est ce genre de film qui me porte vraiment vachement. Est-ce que disait le réalisateur par rapport à ça, en fait, dans le discours qu'il avait dit au Festival de Cannes, c'est qu'il cherchait vraiment à. Il disait ça à Jane Campion, qui est une réalisatrice qui se base surtout sur les femmes aussi. Oui, qui avait fait des films sur lesquels. Ouais, mais je me suis endormi sur certains d'entre eux. Mais bref, en fait, ce qu'ils cherchent, en fait, c'est vraiment composer des rôles féminins qui soient vraiment vrais et pas juste clichés, en fait. Qui soient forts, les rôles féminins du film. Voilà. Et donc, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui est sûrement très bien retranscrit. C'est un film vraiment poignant. Voilà. Et en fait, lui, il dit qu'il écrit d'abord pour ses acteurs, et ça se sent, c'est vrai, parce qu'il. Comme Astier. Ouais, c'est vrai. Il le dit lui-même, j'écris pas pour moi, j'écris pour les autres. Et lui écrit vraiment pour ses acteurs, pour créer des rôles, et ça sent vraiment, le film est vraiment centré sur les personnages, et c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Le film est vraiment pas chiant, donc c'est un film d'auteur qui... 2h30, non ? Non, 2h, je crois, pile. Enfin, peut-être un peu plus, mais en tout cas, on s'ennuie pas. Après, la fin, c'est un peu mitigé sur certains points, mais non... La globalité du film... La globalité est vraiment bien, et c'est assez fort. Moi, je le recommande, c'est un Ok, merci. Alors, l'histoire de Rayman qui est sortie aux éditions Pix & Love Putain, c'est quoi en octobre 2014, donc c'est tout récent. Donc là, vous pouvez voir l'édition origine, donc genre limitée à 500 exemplaires, je crois. C'est numéroté. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop, et donc lambda, accompagné de l'édition lambda à cette jaquette là, et en fait avec l'édition collector. On a un artbook du coup. L'édition origine limitée à 500 exemplaires, retrouvera, je porte le numéro 460. Je crois que c'était dégressif parce que j'étais un des premiers après précommandé, donc ou alors c'est random. Donc voilà, et donc on a un artbook avec l'édition origine avec plein, ça s'appelle les artworks oubliés. Et donc si vous voulez pleurer, c'est hyper sympa parce que il y a tous les mondes de Rayman Origins, genre par exemple voilà le monde de Dracula, peut-être je te montrerai après. Il le voit avant moi. Et il le voit avant moi, non je crois pas. Et voilà, ou alors les Vikings, ou alors enfin bref, il y en a plein. Je peux tous vous les faire, si tu veux voir. Et hop, pour montrer un peu l'ouvrage en soi. Et qu'est-ce qu'il y a, voilà, c'est un beau livre. Donc vu que c'est un, non c'est vrai, c'est le terme officiel. Le terme officiel s'appelle beau livre. Et du coup vu que c'est un beau livre, c'est important de montrer à quel point c'est un beau livre. Donc on a une préface d'un monsieur pas connu qui s'appelle Michel Ancel. C'est la meilleure préface que j'ai jamais lue de toute ma vie. C'est-à-dire que en 3 paragraphes, donc 2 petits et un middle, il arrive à faire, enfin genre avec ses traits d'humour usuels, etc. Genre il raconte que Mr Dark c'était un peu le dirlo à l'école qui surveillait avec ses jumelles Rayman et Globox, qui faisait les 400 coups avec ses copains. Enfin bref, il est énorme, genre il arrive à te dire des trucs que t'as pas encore entendu alors que tu connais le mec par cœur, enfin tu penses. Donc ensuite on a un petit avant-propos de l'auteur. Donc l'auteur c'est Michael Guarnet, donc qui avait déjà fait quelques articles ou quelques bouts de livres pour Pix & Love, et qui est aussi pigiste à Gamecult à l'occasion. Journaliste quoi. Ouais voilà, il est journaliste de manière générale. Donc moi je l'avais pas croisé par contre quand j'avais fait mon stage chez Gamecult, mais c'est parce qu'il est arrivé chez Gamecult après que j'étais en 2012 et il a duré fin 2012. Je suis arrivé avant, ouais. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est un livre, ça s'appelle l'histoire de Rayman, c'est assez clair, donc ça va retracer l'histoire de Rayman. Sur sa vie.
on sait des choses sur son enfance. Qu'est-ce qu'il a fait quand il avait 2 ans? Le découpage, il est assez simple. Donc on va d'abord avoir un peu la jeunesse de Rayman, ce qui se passait avec Michel Ancel, etc. Bon, ça, si vous avez déjà lu la biographie de Michel Ancel, vous connaissez. Mais de toute façon, il fallait passer par là, et c'est assez intéressant parce qu'il s'axe plus sur certains jeux en particulier qui ont pu influencer le développement de Rayman, plus que sur Michel Ancel. Donc voilà, quand je dis que le bouquin est magnifique, quand même, c'est genre il y a des artworks régulièrement, hop, comme ça, qui permettent. Donc en fait, on va avoir Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3, etc. divisés en différents chapitres. Et Rayman 1, c'est vraiment le chapitre qui est le plus magnifique. Il regorge d'anecdotes que c'est le plus magnifique des gens. Et effectivement, mais il regorge d'anecdotes que je connaissais pas forcément. Il a des artworks inédits, donc celui que je viens de vous montrer. Il y en a d'autres. Je vais vous montrer un deuxième vite fait. Hop, voilà, je vous montre un deuxième vite fait, celui avec Mosquito là que je trouve absolument magnifique. Moi, je sais pas si c'est trop ou si vous voyez, mais bref, peu importe. Il y a plein d'artworks super jolis à découvrir. Achetez le livre pour en savoir. Bah de toute façon oui, je on va revenir, mais il y a également aussi la mention d'un truc que je dirais totalement qui s'appelle la Bible du game design de Rayman. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait la game doc de Rayman qui s'appelait voilà, et qui a un bouquin comme ça qui est encore chez Ubi. Et donc je vais aller les cambrioler pour pouvoir le lire parce que c'est excellent. Genre t'as les niveaux qui sont détaillés, les concepts, etc. Et c'est énorme parce que genre pour un fan comme moi, tu vois, genre qui a juste trop envie de savoir les moindres détails sur ce qui a pu arriver dans le développement, etc. Ça c'est juste génial. Donc voilà, on sait enfin dans cette partie le vrai rôle de Stéphane Bélanger. Donc je suis le seul à me poser la question sûrement, mais en gros pour Rayman 1, il y a plusieurs compositeurs, donc Rémi Gazel qui a composé quasiment toutes les musiques, et un qui est souvent cité, c'est Stéphane Bélanger. Et moi, je Stéphane Bélanger, et je savais pas du tout ce qu'il avait fait parce que en fait, c'est impossible de trouver des informations dessus. Et ben, on l'apprend dans le livre. Donc il y a pas mal de trucs comme ça. Vraiment, j'étais complètement sous le charme après cette première partie qui apprend vraiment, qui même aux fans hardcore, qui apprend vraiment des tonnes de trucs. Malheureusement, toutes les parties ne sont pas égales. Et Rayman 1, c'est vraiment la meilleure partie. Rayman 2. Elle est beaucoup moins bien, déjà il y a quelques petites erreurs, donc ça dans tout le jeu, il y a dans tout le livre il y a quelques petites erreurs des fois, donc moi c'est parce que je suis un peu un fan genre voilà hardcore comme tu disais, du coup par exemple tu vois ils vont confondre 2 noms ou alors tu sais c'est des petites fautes, des petits trucs comme ça, et bah moi ça me genre même quand ils vont mettre le sprite de Rayman Legends en disant que c'était en mettant en légende Rayman Origins parce que c'est la partie sur Rayman Origins, et moi je vois direct que c'est le sprite de Rayman Legends parce que j'ai les yeux enfin voilà. Oui, normal, les yeux et donc ça il y a plein de gens qui le verront pas, mais c'est vrai que c'est un peu dommage quand même parce que c'est des trucs que tu fais relire à n'importe quel fan sans être aussi hardcore non plus. Il y a plein de fans de Rayman et je pense qu'il serait pu être corrigé quand même. Donc pour Rayman 2 surtout ce qui m'a dérangé c'est que il y a aucune mention de la musique. Donc alors Miguel Guarnet, après j'ai discuté avec lui, il m'a dit que c'est parce que il a pas réussi à trouver d'informations dessus, donc c'est, mais bon, il y a quand même une OST, il y a quand même des trucs, donc c'est dommage, j'aurais quand même aimé, c'est très peu médiatisé, j'aurais aimé en avoir plus d'informations, mais il y a encore des anecdotes quand même énormes, comme par exemple à l'E3 99 ou 98, je sais plus, quand ils ont présenté le jeu, et ils avaient genre 3-4 bornes à côté de tous les Zelda, tous les machins et tout, et genre il y a Steven Spielberg qui est venu jouer à leur jeu et tout, ils expliquaient le jeu à Steven Spielberg, enfin tu vois, genre des petites anecdotes comme ça, il y en a quelques-unes donc, que je connaissais pas non plus qui sont vraiment cool. Après Rayman 3 c'est une partie qui est assez sympa aussi. Pareil, alors là il mentionne la musique, il mentionne un peu tout, etc. Donc là la partie est assez exhaustive, il mentionne même l'écosystème, ça c'est vraiment cool. D'accord. Par contre, il mentionne pas du tout Éric Chevalier. Alors Éric Chevalier, je pensais que c'était le compositeur de Rayman 2 et 3. Et dans l'histoire de Rayman, le livre, il n'existe pas ce mec. Donc si c'est quand même si c'est le vrai compositeur unique, enfin pas unique parce que du coup Rayman 3 il y a de la musique et c'est pas lui qui est mentionné là-dedans, mais s'il est compositeur principal sur Rayman 3 et Rayman 2 et qu'il n'existe pas dans le bouquin, ça craint un peu quand même, j'ai trouvé. Après, s'il a pas réussi à trouver d'informations alors qu'il avait plein de contacts partout et tout, c'est que, enfin, je sais pas, le mec il s'est volatilisé ou alors il a existé. Enfin bref, je sais pas. Tout ça pour dire qu'il reste encore des mystères après l'histoire de Rayman. La partie sur les lapins crétins, elle est surprenamment intéressante. Pourtant on sait plein de choses sur l'histoire. Pourtant on sait plein de trucs et c'est chiant, je me suis dit je vais me faire chier sur cette partie, etc. Parce que bon, tu connais les anecdotes à la con sur là il y a dessiné un lapin sur un coin de table, ça fait un truc de merde. Mais en fait finalement non, parce qu'en fait les strats elles sont pas mal analysées de comment les lapins, enfin comment les développeurs percevaient ce jeu, comment il était perçu par le public, machin, etc. Ma seule déception quant à cette partie c'est que finalement en fait au final une fois la transformation du jeu, donc à la base ça devait être un jeu d'aventure, une fois qu'il a été transformé, blablabla, et il a été transformé en party game, et en fait il traite pas du tout le fait que pour tous les fans ça a été une trahison immense, genre de sortir ce party game, et ça c'est super dommage de pas le traiter parce que il y a tout ce qui est développement, etc. avant c'est pas mal traité, il y a des anecdotes drôles sur la villa, enfin tu vois genre la villa c'est le studio de Montpellier.
etc. Il y a pas mal de trucs, mais ça traite pas ce côté-là sur les joueurs. Après voilà, donc il y a Rayman Origins, donc ça c'est vraiment cool. Pareil, il y a pas mal de plein de trucs que je savais pas sur ses influences, par exemple les influences du mec qui a fait Princesse Mononoke, Miyazaki. Voilà, Miyazaki. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder. Rayman Legends également. Donc c'est super intéressant parce que quand t'es fan comme ça, bah, je me rends compte par exemple que je suis pas du tout d'accord avec le game designer Émile Morel de Rayman Legends, et c'est pour ça par exemple que le jeu je le trouve beaucoup trop facile, parce qu'il a trouvé que Rayman Origins c'était trop difficile, du coup il a décidé de diminuer la difficulté, donc ça explique certains trucs de l'histoire de Rayman aussi, et ça c'est vraiment super cool quoi. Il y a plein d'intervenants, il y a plein de producteurs également, il y a plein de gens qui sont restés dans l'ombre en fait, c'est-à-dire des gens que t'as jamais entendu parler en fait, qui étaient producteurs du jeu, donc qui géraient tout le budget, tout le truc et tout ça, qui coordonnaient tout. Tous les gens d'ombre quoi. Mais du coup là ils sont interrogés, etc., et ils apportent du coup leur point de vue sur les expériences et tout, et ça notamment pour Rayman en plus c'est vraiment super intéressant parce que du coup ça te permet d'avoir plein de points de vue sur une série que tu connais déjà, mais du coup avec des regards nouveaux en fait, et ça c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment le gros point fort du livre. Un autre point fort c'est la partie sur Rayman Jungle Run, parce que Rayman Jungle Run c'est un jeu sur lequel finalement on ne savait rien, et en fait du coup il te raconte toute la vie, toute la rencontre entre Fabien Del Piano, donc on a pu interviewer, et donc le CEO de Pasta Games qui a fait le jeu, et Michel Ancel, et il y a plein d'anecdotes, c'est énorme, elles sont à mourir de rire et tout, enfin genre cette partie elle est passionnante parce qu'en fait tu te rends compte que on savait rien sur ce jeu, même en tant que fan tu savais rien du tout. On savait pas du tout de qu'est-ce qui avait initié le jeu quoi. Voilà. Ubi voulait faire un jeu mobile. Et puis même au niveau de comment ils l'ont fait, etc., sur le développement, enfin bref tu savais rien, et du coup voilà, et j'ai appris par exemple que les DLC de Jungle Run ils ont été faits par Ubisoft Casablanca qui a fait Rayman Fiesta Run en fait. En fait parce que les games ils sont vraiment arrêtés au jeu de base, tu vois. Et par contre ça, du coup un petit défaut c'est que Ubisoft Casablanca ils sont pas du tout interviewés ni rien, ce qui est dommage parce que du coup Fiesta Run il est traité rapidement dans Jungle Run, mais c'est dommage parce que il a vraiment des trucs en plus, etc. Bah ils ont une bonne vision de Rayman Casablanca, donc c'est intéressant. Ils ont une super bonne vision de Rayman, et puis après voilà, en plus il y a eu les microtransactions qui ont été rajoutées, etc. Donc c'est genre avoir leur point de vue sur le sujet, blabla, enfin il y avait des choses à faire, il y avait une partie à faire sur Fiesta Run qui a pas été faite. Il est encore trop jeune peut-être Fiesta Run. Bah oui, enfin bon, il y a eu Rayman Legends qui est sorti après, il est traité aussi. Non, ouais, mais quand même, tu vois. Donc voilà, globalement, bon, après il y a pas mal de trucs, genre les musiques des fois qui sont super bien traitées, des fois moins bien. Les artworks exclusifs, il y en a beaucoup pour Rayman 1, quasiment plus après, ça c'est un peu dommage. Oui, c'est normal parce qu'avant t'as moins en moins d'artworks. Ouais, mais pour Rayman 2, Rayman 3, ils auraient pu en trouver, je pense, des trucs, des trucs. Oui, forcément pour Origins Legends, non. Bah Legends, ils sont là quoi. Les artworks oubliés. Alors après, il y a une partie intéressante qui est la partie sur la Raymania, donc avec tous les trucs, toutes les compilations, les spin-offs, etc., les jeux mobiles. Dans l'idée c'est super cool, mais disons qu'en fait c'est traité vraiment trop vite. Donc là par exemple genre Rayman Designer il a une page, c'est pas mal, ça va, mais genre par exemple sur la suivante t'as 3 jeux sur une page, tu vois, et en fait c'est traité genre c'est une introduction Wikipédia à chaque fois, donc c'est pour dire le jeu existe mais voilà, et t'as aucun développement, t'as rien. Alors évidemment Michael Guarnet m'a dit que c'est par manque d'informations, etc. Par contre vraiment le gros regret c'est Rayman M. Il y a pas de partie sur Rayman, non mais c'est un scandale parce que et il se l'est fait vachement reprocher, enfin il est hyper ouvert, tu vois, mais il discute pas mal, et du coup avec les gens, bah c'est les fans essentiellement qui l'ont lu pour l'instant, vu qu'il est récent. Non mais vu qu'il les gens intéressés, tu vois, par la série, mais voilà, les gens qui l'ont acheté à sa sortie c'est les fans, et du coup et c'est ça, il se l'est pris de plein fouet qu'il n'y ait pas de partie sur Rayman M, parce que Rayman M c'est un jeu qui était imparfait mais qui est hyper apprécié des fans parce qu'il était vraiment super cool, enfin dans le genre il apporte vraiment enfin vidéo test même s'il est un peu vieux, mais quand même, et il est vraiment hyper apprécié par la communauté parce que c'est un jeu qui a plein de qualités, etc. Et il fait vraiment partie de l'histoire de Rayman, mais c'est vraiment, tu vois, il mérite pas du tout de se retrouver avec les spin-offs. Alors au début il disait qu'il voulait la faire et puis non, il a pas réussi à la faire par manque d'informations, et qu'il avait un budget, enfin il fallait qu'il le fasse en 1 an, tu vois, et enfin moins d'1 an même, parce que ça c'était genre il a commencé à le faire au Paris Games Week, il l'explique vite fait dans son édito, au Paris Games Week 2013, et il a dû rendre la maquette genre en mai, tu vois. Donc c'est super rapide, mais c'est vraiment dommage parce que du coup il manque là vraiment Rayman M c'est vraiment un gros manque. Donc voilà, pareil, bon après tous les jeux mobiles et tout ça demandait pas forcément, moi je pense qu'il aurait fallu une page sur chaque petit truc, et ça aurait fait vraiment mieux. Après voilà, et pour terminer on a un petit truc sur le monde de Rayman, et ça pour moi bon, enfin là cette partie elle est complètement ratée dans le sens où tu vas avoir, donc il y a un truc super cool, genre ils ont repris la carte de Rayman 2 qui était présente dans l'édition boîte de la version PC à l'époque, donc j'ai moi en version vraie carte et tout, c'est trop stylé. Et donc voilà, donc ça fait partie des trucs sympas, mais du coup il te parle de Rayman, il te montre son évolution et tout ça, ok c'est bien, et après il te parle de certains personnages, mais genre il te parle de Globox,
et d'Huguette. Tu vois, Huguette c'est la femme de Globox dans Rayman 2, mais ils confondent tout dans le sens où après où il dit on peut jouer Huguette sous forme de Globox rouge dans Rayman Origins, mais dans Rayman Origins le Globox rouge c'est juste que c'est le Globox d'origine, parce qu'avant d'être bleu, Globox était rouge, et en fait c'est expliqué dans l'artbook d'origine, et ça c'est quand même des grosses erreurs quoi. Enfin bon, par rapport à tout le livre, c'est pas grand chose, mais disons que ça, c'est quand même vraiment des grosses approximations, et il y a pire, genre ils confondent les Lums et les Electoons, je crois que c'est ça. Non, pas les Lums, si, les Lums. Non, aussi les Lums et les Electoons, c'est ça. C'est-à-dire que les Electoons et les Lums, ça n'a rien à voir. Les Lums dans la mythologie Rayman, c'est le cœur. Non, mais il y a vraiment une mythologie Rayman. C'est le cœur du monde, tu vois, qui a éclaté. Les Lums jaunes, c'est le cœur du monde qui a éclaté. Et les Electoons, c'est carrément autre chose. Enfin, c'est dans Rayman 1 et dans Rayman Origins. Bref, et ils mettent tout sur la même page en disant que c'est les Lums, c'est qu'ils se retrouvent dans des cages et que, enfin, c'est un massacre de. Je lui ai pas dit en ces termes, mais là, pour le coup, c'est quand même un peu un massacre de l'univers. Pareil pour Murphy, certains trucs, enfin bref, disons que franchement ça serait vraiment mérité une grosse partie, parce que pour moi ce qui fait que j'adore cette série aussi, c'est qu'il y a vraiment une mythologie Rayman qui est cohérente, qui à chaque épisode est différent, mais il y a quand même des recoupements, des trucs, etc. Et ça aurait été vraiment super intéressant d'en faire une vraie partie. Et là, d'arriver à situer Origins là-dedans, parce que Origins il a un voilà, par exemple, et surtout d'ailleurs Origins, il n'y a même pas mention du scénario caché, tu vois. Alors que ça donc en fait ça se trouve Michael Gorny savait même pas qu'il y a un scénario caché, tu vois. Ça fait partie des manques aussi du truc. Donc voilà, ça c'est vraiment. Et puis après sur la fin, il choisit de terminer sur une double page torchée. Quel avenir pour Rayman. Alors il y a 2-3 trucs intéressants dedans, mais il n'y a pas mention du Rayman 1 Music Project par Amy Gazelle. Oui. Il est mentionné une ligne sur la partie Rayman 1, mais non mais voilà, c'est l'avenir de Rayman, c'est ça. Il n'y a pas mention du projet Revenge of the Dark, alors que l'avenir de Rayman en 3D pour l'instant c'est le seul truc qu'on sait sur l'avenir de Rayman. Et ça pareil, il m'a dit qu'il regrettait, enfin a posteriori il regrettait de ne pas en avoir parlé. Il avait hésité vu que c'est avec Ubi et que c'est pas officiel, etc. Mais ça craint parce que ça craint parce que c'est ça l'univers de Rayman, c'est aussi l'histoire de Rayman dans le futur, ça va être ça aussi. Donc voilà, donc il parle un peu des tablettes, de nouvelles technologies, mais bon, franchement, enfin ça passe. Mais par rapport à ce que ça aurait dû être comme ouverture, en fait, c'est un peu bidon quoi. C'est pas du niveau du niveau du début du livre en fait. Et la fin du livre, pareil, il n'y a pas de conclusion, c'est l'avis d'une fan pour terminer. Alors en soi, pourquoi pas, mais du coup ça esquive une vraie conclusion. Et du coup le livre en fait, il se termine vraiment. Je l'ai vraiment terminé sur une note beaucoup moins positive. J'ai commencé, j'étais en transe et donc après les parties sont plus ou moins inégales, mais toute la fin elle est vraiment bâclée entre guillemets. En fait c'est pas bâclé parce que tu sens qu'il a quand même essayé de bien faire les choses, mais il n'y a pas le même soin, il y a plus d'erreurs, il y a plus de machin, donc c'est vraiment dommage. Après ça reste un bouquin qui est quand même super, il est super joli, il est vraiment magnifique. Dans l'ensemble c'est quand même un bel hommage à Rayman. Le papier est de super bonne qualité. Après il est cher, il coûte 30. Après quand je l'ai commencé à le sentir, c'était super bon. Il coûte 30€ je crois en version normale, c'était 35 genre ou 40 35 la version origine, un truc comme ça, et il y avait 10€ de frais de port. Bref, j'ai raqué ma race pour l'avoir. Je que ça, mais c'était trop cher. Et bah ouais, parce que c'est quand même vraiment cher, mais il vaut le coup pour quiconque s'intéresse à la série. Il est vraiment sympa, donc je le conseille. Faut savoir que bah voilà, du coup, j'en ai fait une critique, genre il est pas parfait, j'ai des déceptions sur certains points, mais c'est le meilleur livre de jeux vidéo que j'ai jamais lu généralement. Genre quand j'en ai pas lu énormément, mais quand je repense au livre BioShock de Rapture à Columbia que j'ai lu l'année dernière et qui était un peu une catastrophe, tu vois, genre une catastrophe opportuniste pour la sortie d'Infinite. Là tu sens vraiment qu'il est passionné par la série aussi. Il est peut-être pas autant fan hardcore que moi ou toi ou voilà, mais il a dit lui-même qu'il était pas aussi fan. Mais il est quand même super intéressé par la série, il l'aime, ça se voit, tu vois. Enfin, je veux dire, sur son critique, il a noté toutes les OST, etc. Enfin, tu vois, tu sens quand même qu'il s'est investi dans son truc, qu'il a adoré le faire, et du coup, ça se sent dans le bouquin, quoi. Ça se sent vraiment dans le bouquin. Voilà, pas parfait, mais à conseiller quand même pour ceux qui sont intéressés, ceux qui savaient pas que ça existe. Bah voilà. Ce serait bien qu'on ait un livre comme ça sur Rayman. Voilà, si ça sort avant Noël, comme cadeau de Noël ou comme cadeau de post-Noël ou voilà, c'est vraiment un bon livre. C'est vraiment un bon livre. Donc voilà, donc je conseille quand même. Anniversaire. Pâques. Pâques. Pour la résurrection. Alors, l'une des œuvres qui m'a le plus marqué depuis fin 2010, de tous les temps, même de tous les temps en fait,
C'est justement Thousand Suns. Donc moi j'avais à l'époque. Alors ce n'est pas une œuvre récente. C'est une œuvre récente, voilà. Ça dénote un petit peu par rapport au reste de ces vidéos-là, mais c'est pas grave, c'était l'occasion d'en parler. C'est l'exception qui confirme la règle. Bah voilà, en fait, voilà, c'est parce que en fait, moi en règle générale, ouais, je sais. En gros, c'est ça, c'est une édition en fait que j'ai acheté de l'album. Linkin Park, en fait, je les connaissais il y a, j'ai appris un petit peu. Non. Déjà dedans, il avait un CD, il avait son MP3. Il est né avec Meteora dans la main. Non, mais en gros, moi, je les connaissais juste de très loin. En fait, au tout début, c'est-à-dire que j'entendais juste. Au concert, il était bien. Non, mais c'est-à-dire que quand j'étais sur les forums de Ratchet & Clank sur jeuxvideo.com, par exemple, t'avais certaines personnes qui faisaient des montages de Ratchet Gladiator avec de la musique. Des fois, t'avais de la musique de Linkin Park. Et non, c'est pas ça, mais c'est genre, je me disais la musique elle est cool, mais sans connaître l'artiste ni rien. Et en fait, j'ai redécouvert genre peut-être vers 2007-2008, quelque chose comme ça. J'ai redécouvert le groupe en 2007-2008 et là j'ai commencé à vraiment écouter leur discographie. Enfin, ils avaient que 3 albums à l'époque et ils avaient annoncé ce nouvel album justement qui est je vais vous montrer un petit peu le contenu. Je sais pas dans quoi tu le rentres le CD. Le CD fait pas cette taille. Non mais voilà, en gros ce qui se passe c'est que en fait l'album est dès l'annonce de l'album j'étais très emballé parce que l'album est bien emballé aussi. J'étais très emballé. En fait l'album il ressemble à ça normalement. Il ressemble à ça en fait, c'est l'image d'un oiseau comme ça, mais de toute façon vous l'avez déjà vu en tout petit. Donc voilà, ça c'est un package que j'ai acheté c'était en fin 2010 quoi. C'est quand tu les aimais déjà? C'était quand je les aimais déjà, j'attendais beaucoup l'album et en gros j'ai le vinyle. Le vinyle en plus c'est classe. J'avais précommandé l'album et en fait ça m'a coûté la bagatelle d'une centaine d'euros je crois. Moi j'ai pas fait ça pour Jack White, je suis une petite merde. Voilà, et donc évidemment je vais expliquer ça plus tard mais ça c'est le disque que j'ai. Il y a le disque du making of en fait et donc pourquoi est-ce que je parle de cet album là en fait en règle générale, c'est parce que je l'avais beaucoup attendu et quand il est sorti je l'ai adoré dès la première écoute et même à la seconde écoute parce que je l'ai écouté genre 2 fois. Voilà, en gros cet album je l'ai écouté tellement de fois que c'est vraiment voilà c'est ça. Non mais voilà en fait en gros chacun de ces mots je vous explique de l'album. En gros je vais vous expliquer pourquoi cet album il est vraiment différent de tout le reste de la discographie de Linkin Park. C'est parce que Linkin Park à partir de leur 3e album donc Midnight ils ont commencé qui est moins aimé qui est l'un des moins aimés en fait. Eh bien, ils ont commencé à faire des albums qui étaient tous différents les uns des autres. C'est-à-dire que leurs 2 premiers albums, Hybrid Theory et Meteora, sont très similaires en fait dans leur, dans leur approche musicale. Mais ils ont un style, voilà. Qui s'appelait le New Rock. New Metal. Le premier style, c'est ça. C'est du New, ça se rapproche du New Metal, mais pour eux, c'est vraiment du rock progressif, tout en étant du rock alternatif, tout en étant du New Metal, tout en étant du rapcore en fait. Donc mélange du rock hardcore. Non mais un petit peu de rock hardcore et de rap. Non mais il y a du classique. Et donc avec cet album là en fait dès les premiers extraits qui filaient sur YouTube un petit peu, je savais que ça allait vraiment être différent et donc du coup j'étais très emballé par l'album. Et je l'ai attendu en fait, en gros je l'ai attendu peut-être pendant un an et demi, quelque chose comme ça. Et dès sa première écoute, j'étais totalement emballé. Cet album il pose une ambiance qui est vraiment magnifique en fait. C'est-à-dire que ça va, pour moi, de ce que j'ai écouté de l'album, et je l'ai écouté des dizaines et des dizaines de fois, je sais pas si c'était plusieurs centaines, je sais pas, bref. Je l'ai écouté, typiquement sur tous mes trajets. Ce faux fan, quoi. En fait, le souci, c'est que c'était sur mon iPod et ça compte pas les lectures, alors que sur iTunes, ça compte les lectures, tu vois. Si, ça compte les lectures. Sur iTunes, oui. Oui, sur iPod aussi. Et pas sur l'iPod. Mec, j'ai un iPod depuis. C'est le seul produit Apple que j'ai, ça compte. Et ça se synchronise que quand tu synchronises sur iTunes. Je sais pas alors. Parce que moi, c'est pas synchronisé du coup, mais peut-être que mon iPod était trop vieux, je sais pas. Bref, donc du coup, je l'ai écouté une tonne de fois et en fait, c'est parce que cet album, il raconte, pour moi, de ce que j'ai écouté, ça raconte une histoire en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment adoré les albums qui n'étaient pas juste des simples chansons mises les unes à la suite des autres parce qu'elles ont été composées différemment, etc. C'est un ensemble cohérent. Voilà, donc c'était le chanteur du groupe, le chanteur qui fait plus des paroles rock, etc. qui voulait vraiment,
c'était vraiment un projet un peu plus personnel pour lui, mais après tout le groupe a suivi, c'était une idée originale de lui en fait. C'était l'idée de faire une grosse chanson en fait, qui durait une 40aine de minutes en fait. Et voilà, et donc en fait ce qui s'est passé c'est que évidemment pour la sortie de l'album tu peux pas... Voilà, tu peux pas. Alors donc du coup en fait ce qui se passe c'est que dans le CD en fait, en gros t'as une progression qui est assez ouf en fait, et voilà, c'est de la narration en fait, c'est de la narration musicale pour moi, c'est à dire que c'est pas tellement de la narration vraiment parlée ni rien, et tu vas pas retrouver vraiment des correspondances entre les différentes paroles, etc. Ça va vraiment être très musical, c'est à dire que il y a des transitions. Il y a des transitions, il y a des musiques qui servent d'interlude, voilà. Mais en gros, ce qui est vraiment ouf, c'est que en gros, tu vas retrouver certains. J'ai regardé plein de fois la page wiki pour voir un petit peu, et t'as vraiment une analyse qui est sur la page wiki de l'album ou Wikipédia, où tu vas retrouver, où ils énumèrent en fait les différents samples en fait de l'album, donc avec les paroles qui vont être utilisées à certains endroits en fait de l'album sur différents morceaux, tout bêtement des instruments, des choses comme ça, des morceaux en fait qui vont être modifiés à chaque fois, mais ça va pas être tout à fait la même sonorité, mais ça va être le même instrument et les mêmes notes. Et voilà, donc en fait ça crée un tout en fait qui est assez fou, et en gros sur l'album en fait ça dépend des éditions, mais en gros tu as une première fois l'album donc découpé par morceaux, et tu as un track bonus en fait qui est l'album en un seul morceau. Et quand tu dis ça, je me pose quand même la question parce qu'il y a quelques tracks qui font un peu unique. Oui, c'est ça, ouais. Une des tracks qui est bien connue de l'album, Waiting for the End, To the End, voilà. Elle a fait un peu plus unique par rapport aux autres, tu vois. C'est sûr, ouais, je l'avais, c'est vrai qu'il y a certains morceaux qui vont ressortir du reste et qui vont faire un petit peu plus découpé que les autres. Faut faire un single quand même. Non mais voilà, t'as 2-3 singles qui ont été utilisés, mais le premier single, c'est quelque chose qui est... je vous conseille de regarder le making of pour ceux qui sont un peu calés en anglais, parce que c'est vraiment, il n'y a aucun sous-titre. Pour ceux qui aiment Linkin Park. Ouais, aussi. Mais ça vous apprend vraiment beaucoup de choses en fait sur l'album et sur comment il a été construit, c'est-à-dire que... typiquement pour le premier single c'était The Catalyst, et c'est un morceau qui dure je sais plus 6 ou 7 minutes ou quelque chose comme ça, et c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour la radio. Donc du coup, ils ont fait une édition raccourcie du coup, mais mettre un single comme ça qui est écourté, etc., qui est pas complet pour la radio, ça part vraiment d'une démarche artistique qui est assez intéressante, je trouve. C'est une musique quoi. Voilà, et donc du coup moi je trouve ça vraiment bien de leur part d'avoir fait quelque chose qui est vraiment original, sur tous les aspects, et il y a aussi sur le making of en fait on apprend beaucoup de choses, par exemple sur comment ils ont récupéré tout ce qui était sample audio, etc. Ils utilisaient pas uniquement des instruments, mais ils utilisaient par exemple un clavier, un piano pour enfants, et ils vont réutiliser les notes, etc. sur Blackout avec le piano. C'est un mélange entre piano pour enfants et piano pour adultes, voilà, pour professionnels. Et donc du coup c'est un mélange qui est vraiment ouf, et les notes du piano, du vrai piano, sont vraiment juste ouf. C'est des notes graves mais qui retentissent vraiment. C'est une de mes chansons préférées de l'album. T'as aussi t'as aussi d'autres tracks qui vont justement se concentrer sur un petit peu le mélange entre les différentes cultures. C'est comme ça que j'analyse l'album. Après chacun a sa perception. C'est intéressant quand même. Mais voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Et donc du coup en fait cet album je l'ai vraiment écouté une tonne de fois parce que ça racontait une histoire, et ça... Il parle un peu de la guerre, tout ça, je crois, non? Ça parle de la guerre, et t'as aussi quelque chose d'important à préciser, c'est qu'ils ont utilisé des extraits de discours en fait de Oppenhauer, je crois, ou Oppenheimer, je sais plus, qui est, il me semble que c'est l'inventeur de la bombe atomique, et donc il fait tout un discours en fait sur justement sur cette invention, sur les relations humaines, etc. T'as d'autres, t'as aussi Mario Salvio, je crois, je sais plus exactement. Il y aura son discours qui va être sur Wretches and Kings, et voilà, elle est cool ça. Et voilà, en fait c'est pas tellement pour critiquer, en fait ils ont pas utilisé ces discours pour critiquer la société ni rien. Non, c'est juste ils ont utilisé la démarche artistique. Ils ont utilisé la démarche artistique, et c'était parce que ça sonnait bien en fait, et ça passe tellement bien en fait dans les musiques que voilà. Moi j'ai entendu dernièrement dans un album de Maybe
Unleash Will, ils utilisent un discours qui est présent dans un film et qui passe mais super bien avec un fond musical derrière, et ils rajoutent juste quelques notes de guitare, etc. Mais c'est fantastique, tant ça transporte et ça semble cohérent dans la musique. Et voilà, c'est pour ça que j'aime pas voir les personnes qui trollent Linkin Park en disant que c'est juste de la musique plate, parce que là avec cet album, cet album là, après ça dépend des différents albums. Living Things c'est quelque chose de complètement différent artistiquement, parce que en gros c'est à partir de cet album là, c'est à partir de l'album suivant en fait qu'ils ont commencé. C'est Thousand Sons 2 en fait. Non, c'est pas du tout Living Things. C'est pas du tout. C'est pas du tout la même chose en fait. L'album suivant, il se rapproche beaucoup plus de Minute to Midnight. C'est ça, et en fait ce qui est chiant, c'est que c'est là où j'ai commencé un petit peu à me distancier par rapport au groupe, mais tout en l'appréciant dans une autre mesure. Mais en gros c'est à partir de ce moment là qu'ils ont commencé à faire des albums à intervalles réguliers, donc tous les 1 an et demi, tous les 2 ans à peu près. Et donc du coup il y en a eu 2 après Thousand Sons, mais en gros après il y a eu Recharge qui était l'album dont on a parlé dans l'interlude de 1. Ouais, enfin bref. Et donc du coup ce qui se passe c'est que c'est peut-être après qu'ils ont un petit peu perdu en originalité, en créativité, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Linkin Park, c'est vraiment pour moi l'album qui, peut-être pas qui les représente le mieux, mais qui est le plus original et le plus créatif pour ma part. Il y a beaucoup qui n'aiment pas pour cet album là. Oui, parce que en fait disons que j'avais conseillé cet album à d'autres personnes, c'est-à-dire que écoute. T'as fait ta petite propagande quoi. Moi j'ai fait un petit peu ma petite propagande, et donc le seul souci. En train de faire maintenant. Voilà, c'est exactement ça. Mais en gros ce qui se passait c'est que la plupart des personnes à qui je conseillais l'album, ils l'écoutaient qu'une seule fois en fait. Et en fait tu passes à côté de beaucoup de choses pour moi, et je pense que c'est vraiment intéressant. Quand tu écoutes juste une fois, tu passes à côté. Voilà. Toutes les musiques c'est ça. Si tu veux vraiment juger un album, faut écouter plusieurs fois. Après c'est vrai que si t'accroches pas du tout à la première écoute. Moi ce que je voulais dire c'est non mais voilà, ce que je voulais dire c'était que vraiment au bout de la Xème écoute, c'est-à-dire je l'ai écouté genre peut-être il y a 4-5 mois, un truc comme ça encore, régulièrement, et je repérais encore de nouvelles choses en fait dans les morceaux, et j'étais là mais t'es un petit peu sur le cul à chaque fois quand tu découvres des choses sur quelque chose que tu connais vraiment presque par cœur. Moi je suis pas fan de Linkin Park, j'aime bien le groupe, cet album là je crois que c'est mon préféré aussi, même si c'est bizarrement le moins aimé, un des moins aimés de la populace. Ouais. Mais moi j'aime bien, j'ai trouvé il a vraiment une ambiance, et petit aparté, moi l'un de mes premiers concerts tout seul en fait, c'était celui de cette tournée en fait. C'est celui de cette tournée, et en fait j'ai eu les dédicaces, mais de manière assez exceptionnelle, puisque en gros je faisais partie à l'époque du fan club, et en gros ce qu'ils organisent au début avant presque chaque concert en fait, c'est une rencontre avec les membres du fan club. C'est énorme. Et ce qui est vachement cool, et donc du coup à ce moment-là tu te fais dédicacer ton album à la conne. Et l'achievement de ta vie, c'est de montrer des choses. C'est ça. Ce n'a pas été vain. Ouais voilà, mais du coup voilà, c'est et franchement le concert que j'ai passé à ce moment-là, c'était juste ouf quoi. La foule qui était juste, c'était pas juste parce qu'il y a d'autres concerts que j'ai fait, et là c'était vraiment le concert où la foule était. Il y a genre 2 semaines là. Il y a 3 ou 4 semaines plutôt, je sais depuis plus. La vidéo, mais ouais voilà. Non mais je les ai vus aussi pour cette tournée là, pour la tournée du nouvel album, et évidemment c'était pas la même chose, mais là pour la tournée de cet album j'étais dans la fosse, j'étais juste devant, et ce qui était ouf c'était vraiment t'avais l'impression d'une... Il n'entend plus depuis. Non mais ce qui était vraiment ouf c'était j'avais l'impression d'une unité en fait dans toute la salle de concert, et c'était c'était quelque chose qui m'a vraiment transporté, et j'ai vraiment kiffé. Puis même quand tu vois, même t'as des tracks aussi qui sont très très créatifs, c'est-à-dire genre sur un track que j'apprécie pas tellement, Robot Boy, où t'as genre une centaine de voix différentes, une centaine de voix assemblées en même temps, et donc du coup ils peuvent pas trop le faire en concert parce que sinon c'est une version bridée quoi. Ouais. mais donc voilà, ce que je voulais dire, c'est un album sur lequel pour moi il faut pas passer à côté, rien que parce que pour la richesse, mais voilà, je l'adore cet album parce que c'est un album qui m'a trop préféré. Mais typiquement, et voilà, c'est pour ça que j'apprécie le groupe, c'est parce qu'il a apporté
une masterpiece en fait pour moi. Donc voilà. Et merci de l'avoir partagé. Ouais. Quelle note? Ah non merde. Et donc merci d'avoir suivi cette deuxième interlude culturelle spéciale Noël. Voilà, encore mieux que la précédente évidemment. Pas forcément. Non. Et donc évidemment on va revenir à la numérotation normale dès la semaine prochaine. On se retrouve pour d'autres prochaines œuvres. Si vous avez des œuvres à nous conseiller, à nous suggérer et à nous faire partager, peut-être qu'on raconte cette fois-ci. Ouais, mais faites-les partager également aux autres membres, aux autres abonnés en tout cas. En tout cas, on est ouvert pour le débat si vous voulez. Voilà, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à donner votre avis sur nos avis ou pas, ou sur les films, les œuvres. Il n'y a pas de série là. Ouais, c'est ça. Donc, merci d'avoir suivi ça jusqu'au bout, et puis on se retrouve pour la prochaine fois avec les interludes dans le jardin de Naxi.